voulais rebondir dessus parce que finalement, les révolutions servent à quoi? Est-ce que s'il y a une révolution au Cameroun, une révolution probablement au Tchad à côté, pays frontalier, elles serviront à quoi? À partir du moment où on n'arrive pas à se prendre en charge, nous, Africains, à partir du moment où nous sommes essentiellement observateurs, même pas acteurs de notre propre situation. Qu'est-ce qui se passe? En politique, pour lui donner une impulsion à un pareil mouvement, mais il y a un gros problème qui se pose déjà au niveau intérieur de chaque nation déjà. Parce qu'au niveau intérieur, il n'y a pas homogénéisation de la vie. À partir du moment où les individus se saisissent dans cette hétérogénéité-là et qui leur donne déjà une image d'étrangeté d'eux-mêmes par rapport à leur société et à leur peuple, il y a un problème qui se pose. Parce que c'est un individu qui n'arrive déjà pas à s'identifier par rapport à son propre peuple. Comment pourra-t-il s'identifier par rapport à une entité un peu plus importante? Dans un article sur Google que j'ai fait, le nihilisme africain. C'était un peu des choses pareilles. C'est-à-dire qu'on veut bien étendre toutes les forces, qu'elles soient sociales, économiques et politiques, au niveau africain, mais comment est-ce qu'on pourra y arriver si déjà les peuples n'arrivent pas à réaliser leur propre niveau d'intégration interne? De manière que chaque individu se sente dans son peuple et en sécurité chez lui. Est-ce que c'est possible? C'est à partir du moment où on peut déjà créer dans chaque peuple un élément de confiance fondamental, que chaque peuple pourra donc créer, lier avec les autres peuples des relations d'égal à égal. Parce que jusqu'ici, il y a aussi ce problème de pouvoir lier des relations en Afrique d'égal à égal. Ça pose beaucoup de problèmes. Si la Côte d'Ivoire a peur de pouvoir avoir des relations avec le Ghana et les autres pays de côté, c'est parce que la Côte d'Ivoire se dit qu'elle a plus de richesses que les autres. Et qu'à partir du moment où il y aura ouverture de son marché, les autres vont en profiter pour venir entrer et ça va poser un problème de l'emploi chez lui. Parce que les autres vont pouvoir entrer et venir voler entre guillemets, les emplois des Ivoiriens. C'est tout ça qui se pose aussi dans l'Afrique centrale. Mais il y a bien l'Union européenne, on peut s'inspirer des pays qui n'ont pas la même... Si on prend la référence de l'Union européenne aujourd'hui pose un véritable problème de légitimité même encore. Du point de vue économique. Parce que à partir du moment où l'Union européenne a tendance à s'immiscer, l'Union européenne a tendance à s'immiscer dans la vie même des États et ne reste pas au niveau supra. Je disais que l'Union européenne, dans l'Union européenne, il a dit que l'institution européenne elle-même ne reste pas seulement au niveau de la supranationalité. Elle a tendance à s'immiscer dans les nations européenne et à vouloir y définir une certaine forme de paradigme. Ça a été nécessaire au départ pour pouvoir créer cette union déjà. Parce qu'au départ, il fallait donner les critères en fonction desquels les nations pourront faire partie. Et c'est ce qui pose aussi problème en Afrique jusqu'aujourd'hui parce qu'on veut bien faire une union, mais on ne définit pas un certain ensemble de critères. Et dès que les critères ne sont pas définis, chaque État restera toujours dans une situation de méfiance envers l'autre. Ok, moi j'aborderai le problème de manière un peu plus nuancée et je vais revenir à la traditionnelle confrontation nord-sud. Avant de pouvoir analyser et comprendre le mal qui frappe l'Afrique subsaharienne et d'analyser les contours de ce sous-développement et de cette pauvreté dans laquelle nous sommes plongés depuis des années, il importe de jeter un regard assez attentif sur certains paradigmes qui nous ont été imposés. L'Occident tient sa suprématie et sa prospérité de l'asservissement de certaines régions du monde. Ne me demandez pas de vous libérer lorsque je sais que je tire profit de vous. Le problème est très simple à comprendre. Peut-être je le caricature un peu. Les modèles qui ont été imposés en Afrique sont des modèles qui arrangent ceux qui les ont conçus et qui leur permettent de continuer à avoir la haute main, de continuer à asservir ces régions du monde qui sont pour eux un véritable réservoir de matières premières. Avant de pouvoir aborder quelque révolution que ce soit, je crois qu'il importe d'amener nos élites et nos dirigeants à prendre conscience. Il faut une prise de conscience et il faut un renouvellement de l'élite politique. Voilà. La génération aux affaires en Afrique, 60 ans, 70 ans, 80 ont été moulés
dans le système occidental, ce sont à la réalité des vassaux de l'Occident qui sont là pour servir leurs intérêts. Et ils mettront tout en œuvre pour ne pas permettre des modèles susceptibles de faciliter et de permettre à l'Afrique subsaharienne de prendre son envol et son décollage. Axel Kabou l'a écrit dans son livre « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Loin de verser dans la sinistrose. Je vous prendrai un exemple tout bête. Il a pris tout à l'heure le cas du Rwanda, mais cela m'a fait rire. Mais le Rwanda, c'est une fabrication occidentale, le Rwanda et l'Ouganda, juste pour montrer au monde entier que nous pouvons vous imposer un schéma de pensée, un paradigme, et puis ça marche. Le Rwanda vit sous perfusion de l'aide internationale. Derrière, je suis responsable de mon point de vue. Derrière ces mirages qu'on laisse croire aux gens sur le Rwanda et sur l'Ouganda, mais qu'a fait le Rwanda? Qu'a fait l'Ouganda? Ils ont bénéficié des fonds énormes des Américains qui se sentaient redevables après le génocide, et il était question pour eux de maquiller ce qui s'est passé et de pouvoir dire au reste du continent: si vous suivez ce modèle imposé par les institutions de Bretton Woods, des coupes budgétaires, les ceci, les cela, vous allez prendre l'envol. Le Rwanda, ça c'est mon point de vue, je le maintiens, c'est un mirage, c'est une illusion. Le Rwanda, je peux vous donner des chiffres. Moi je crois que l'économie rwandaise est essentiellement dépendante de l'aide internationale. Moi je considère cette lecture comme ultra pessimiste. Ultra pessimiste. Je termine mon point de vue, docteur, si vous le permettez. L'Afrique au sud du Sahara, l'Afrique subsaharienne, ne peut prendre l'envol que s'il y a une prise de conscience. Et que s'il y a un renouvellement de l'élite, on ne peut pas continuer à croire qu'on peut mener des révolutions lorsque des gens sont tapis dans l'ombre. Sur le renouvellement de la classe politique, je crois que nous voyons tous au niveau des autres pays l'âge auquel on accède à la présidence ou à la direction du pays. Dans certains pays comme les États-Unis, avant Clinton et avant Obama, les moyennes d'âge sont plutôt dans la tranche des 60. Kémayo, si vous permettez, je n'ai pas parlé d'âge, j'ai parlé du renouvellement. Oui, de l'élite politique, tout simplement parce que vous pouvez être de ma génération et être sous la coupe réglée de l'Occident. Tout comme il y a le professeur Abel Eyenga. C'est un nationaliste qui est un homme âgé, mais qui n'a pas la même vision de l'Afrique que M. Biya. Moi je crois qu'on est encore dans un rêve. C'est-à-dire qu'on va trouver un homme providentiel qui un jour qu'on va poser. Non, il y a un problème d'image politique, il y a un problème de volontarisme politique. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop facile de verser d'un côté dans l'ultra-pessimisme et de l'autre côté de commencer à croire que, en fait, de renvoyer nos erreurs et nos manquements aux autres, à l'Occident complètement, non. Il s'agit... Docteur, moi je suis un afro-pessimiste. Il s'agit qu'il y ait des individus qui ont une certaine volonté politique de transformation et de modernisation. Si vous permettez, vous êtes un homme de la pensée. Vous exprimez dans quelle langue? Là où vous parlez là. Je m'exprime en français. D'accord, vous voulez être autonome, indépendant et libre en parlant la langue de l'autre. D'accord. Vous utilisez quelle monnaie? Je suis en Europe, donc j'utilise... Voilà, de toute façon, vous êtes d'origine camerounaise. La monnaie en circulation est une monnaie qui est arrimée à l'euro et qui est contrôlée à travers le compte d'opération par le Trésor français. Vous parlez la langue de ceux qui vous asservissent. Vous avez leur culture, mais vous voulez être autonome. Demandez à un Français de parler le Douala, vous êtes Douala. Je ne peux pas. Peut-être que je caricature. Le débat africain se situe à ce niveau. Le débat africain se situe plus à ce niveau. Et puis je crois que sur le plan historique, on peut quand même faire des analogies. Quand on a vécu, je n'ai pas vécu la Deuxième Guerre mondiale, je n'étais pas né, les Américains ont libéré l'Europe de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, d'une terrible crise. En intervenant très massivement dans la Deuxième Guerre mondiale, en injectant beaucoup d'argent en Europe
à travers le plan Marshall, pour permettre à l'Europe de se relever. Cela aurait pu déboucher sur ce que nous vivons aujourd'hui avec le franc CFA qui est arrimé à l'euro. C'est un mécanisme qui n'est pas très loin de celui-là non plus. Mais après cette phase, les Européens ont su reprendre leur destin en main. Ils ont pu reconstruire à la fois leur présent et surtout se projeter dans l'avenir. Et aujourd'hui, ce que l'on attend du continent africain, c'est justement qu'il réussisse cela. C'est l'un des continents qui a été le plus généreusement doté en termes d'aide publique au développement. Ça n'a pas servi à grand-chose, malheureusement. Donc, il y a nécessité, et je continue de le dire, il y a encore que l'aide publique au développement en Afrique, c'est une autre problématique. J'y ai consacré toute une thèse. Moi, il ne suffit pas de donner d'une main et de reprendre de l'autre. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'ère de l'aide publique au développement est dépassée. On doit pratiquer aujourd'hui quelque chose de plus pragmatique. L'Afrique n'en a même pas besoin. Du commerce. C'est de dire, on est partenaire et on fait un échange gagnant-gagnant. Kemayou, vous pensez que l'indépendance, il ne suffit pas de proclamer, de dire que nous faisons un échange gagnant-gagnant. Les relations internationales sont fonction des rapports de force. Il ne suffit pas de s'élever, de le proclamer. Il y a une guerre économique. Il y a une guerre politique, il y a une guerre culturelle. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est qu'aujourd'hui, la tendance, malheureusement, sur notre continent est toujours de dire que la guerre froide n'est pas terminée, le néocolonialisme n'est pas terminé. Non, ces phases-là, ça a pris d'autres formes. On n'est plus dans la France-Afrique de papa d'il y a 50 ans ou d'il y a 30 ans. Je vous dirai une chose. C'est un discours passé. La forme a changé. La colonisation. Compatriotes, la forme a changé, mais le fond reste le même. Voilà, c'est la forme a changé. Je vous pose une question. Le compte d'opération, 60% de nos recettes d'exportation sont des... Mais voilà, c'est bon, simplement. Tout le monde le sait. Alors, justement, vous pensez donc que ce sont nos chefs d'État qui sont le problème. Mais est-ce que ce genre de révolution, on va voir un extrait, n'est-ce pas, des 48 heures qui ont renversé Morsi, pour savoir si effectivement il y a un tel monde, par exemple à Yaoundé ou à N'Djamena, si vraiment le pouvoir en place peut tomber. La place Tahrir, au centre du Caire, de nouveaux noirs réclament une deuxième révolution et la chute du régime islamiste. Il dénonce la dérive autoritaire du chef de l'État et son incapacité à relancer l'économie. Nous l'avons élu pour qu'il apporte la sécurité, qu'il apporte de quoi se nourrir, de l'électricité, de l'essence et toutes sortes d'autres choses. Des besoins de base. Après un an au pouvoir, il n'a rien apporté, il n'a rien fait. Donc nous devons faire tomber les frères musulmans et pas seulement Morsi. Mais c'est caricatural. Non mais j'entends bien ce que dit cet Égyptien. On l'a déjà entendu dans d'autres pays. Prenons juste un exemple très près de nous, la République centrafricaine, le pays des coups d'État. Tout à l'heure vous disiez quelque chose de tellement pertinent que je n'ai pas grand chose à ajouter. On n'a plus besoin d'ordre providentiel. À chaque coup d'État qui a eu lieu en République centrafricaine, on a promis la lune, on a tout promis. Mais il ne suffit pas de vouloir une révolution pour réussir à, comme d'un coup de baguette magique, à changer la vie des gens. Vous disiez également que l'aide publique n'est pas la solution. Elle n'est définitivement pas la solution. Si l'on achetait le cacao des Camerounais, des Ivoiriens et d'autres produits à leur juste prix, ces gens-là n'auraient pas besoin de venir quémander de l'argent. Dans les années 60-70, on n'était pas en contexte de crise. On n'avait pas eu la crise du pétrole avec tout ce qu'on a connu. Donc ça faisait que les économies se portaient relativement bien. Les Africains ne s'expatriaient pas aussi massivement qu'aujourd'hui. Et l'Europe ne réchignait pas à créer des emplois. Tout fonctionnait, la machine fonctionnait normalement. Aujourd'hui, on est dans un contexte où l'Europe elle-même est en crise. Donc, elle a besoin de sécuriser ses investissements, elle a besoin de se projeter à l'extérieur pour trouver de nouveaux marchés. Et ça, il faut le trouver dans les pays qui n'ont pas atteint le niveau de saturation de l'Europe. Ce sont les nouveaux pays développés, c'est les pays à forte démographie, donc notamment sur le continent africain. Et tout le problème, il est là. C'est que l'Égyptien aujourd'hui, qui renverse Moubarak en se disant demain, si Moubarak n'est plus là, mon avenir sera meilleur. Mais il oublie juste que s'il n'y a pas les subventions
américaine pour son armée, l'économie ne tournera pas parce que l'économie égyptienne dépend de l'armée. Elle est détenue par l'armée. C'est l'armée. Mais c'est très pertinent. Pourquoi? Je donne un exemple. On a vu des missions douanières françaises aller jusqu'en Afrique, essayer de décrypter tout ce qui est vendu en faux, les chemises, Pierre Cardin et autres. Pourquoi? Parce que ça empêche l'écoulement de la marchandise française, alors qu'eux, ils ont besoin de cet argent-là. Donc il faut voir, c'est à travers ces pays-là qu'eux aussi ont tendance à comprendre qu'ils ont la possibilité de pouvoir maintenir ou bien encore redévelopper leur économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un monde où toutes les nations et tous les États sont comme intégrés les uns aux autres. Interdépendants. Hein? Ils sont interdépendants. Interdépendants. C'est un développement plutôt à caractère universel maintenant. Aucun État ne peut plus se saisir dans l'entre-soi, dans une situation complètement close par rapport aux autres. Et le problème, c'est que jusqu'ici, l'Afrique n'a pas encore compris cette nécessité de son union. Parce qu'à partir du moment où on va voir disparaître quelques barrières douanières, par exemple entre le Cameroun et le Tchad, entre le Nigeria et le Bénin et ainsi de suite, pour qu'il y ait ce flux de marchandises, ce flux commercial-là plus libre, à partir de ce moment, l'Afrique pourra commencer à concevoir son développement autrement. Je dirais même plus, les infrastructures, c'est important. Quand vous quittez le Nigeria pour vous rendre au Congo-Brazzaville, il est plus facile de passer soit par Londres, soit par Paris pour rejoindre les deux capitales que de faire le chemin soit aéroportuaire ou terrestre entre les deux pays. Et ça, c'est un enjeu. S'il n'y a pas de route, vous ne pouvez pas échanger. S'il n'y a pas de route aérienne ou terrestre, voire ferroviaire, vous n'arriverez jamais à échanger entre vous. Et à partir du moment où vous êtes balkanisé, il est évident que vous êtes tous perdants dans la dynamique. Aujourd'hui, entre le Bénin et le Nigeria, par exemple, le Nigeria, c'est deux voisins les plus importants, c'est le Cameroun et le Bénin. Aujourd'hui, le Nigeria est premier partenaire économique de ces pays-là. La libre circulation existe des deux côtés, mais le flux est encore retardé du fait des voies de communication qui n'existent pas entre les capitales. Et ça, c'est un enjeu qui doit être posé. Il faut que du Cap jusqu'à Alger, de Dakar jusqu'à Djibouti, l'on puisse circuler librement entre Africains. Et ça, si on ne le pose pas, on est loin de trouver une solution aux échanges économiques qu'on devrait avoir entre nous. L'Union européenne nous a dit, pour les accords ACP-Union européenne, vous devez nous ouvrir vos frontières. Tout à fait. On les ouvrira probablement, mais on tuera par la même occasion toutes les industries, toutes les entreprises micro qui sont en train de se mettre en place et qui n'ont pas les reins solides pour affronter les grandes multinationales de ce monde. L'enjeu, le risque, il est là. Voilà, donc Alain Jules, vous constatez avec moi que tout le monde finit par rejoindre mon point de vue. J'ai parlé d'une prise de conscience de l'élite dirigeante africaine qui, jusque-là, est restée en marge du progrès de l'évolution. Moi, je continue à parler de volontarisme politique. Nous disons la même chose peut-être en des termes différents. Oui, parce qu'il ne faudrait pas voir que la classe dirigeante. Il y a au moins 3 partenaires dans cette classe. Moi, je continue à parler de volontarisme politique. Les 3 partenaires, c'est à la fois la Je n'allais classe... jamais aller jusqu'au bout de mon argumentaire. Les trois partenaires dans cette danse, c'est les dirigeants, c'est l'opposition, parce que c'est à elle de trouver des plans. On n'est jamais bon quand on n'a pas de contradiction. Et nous avons malheureusement beaucoup de mauvaises oppositions qui estiment que leur légitimité, c'est juste qu'elles sont dans l'opposition et que si elles font tomber le dirigeant qui est en place, elles ont réussi leur mission. Et c'est à elles de prendre le pouvoir. Vous n'avez pas de modèle alternatif. Je m'explique de manière simpliste. Encore une fois, et je vais justifier mon propos. La faute revient en grande partie à l'élite dirigeante au pouvoir. Ce sont eux qui sont supposés donner l'impulsion. Ce sont eux qui sont supposés donner l'orientation. Vous avez parlé du plan Marshall. Qui était Marshall? Un général américain. Voilà. Ce n'était pas un citoyen lambda. C'était une élite qui a conçu quelque chose pour lancer. Vous pensez que, bien évidemment, peut-être la société civile, les populations et l'opposition ont leur part de responsabilité, mais les marginales, à mon avis. Non, je justifie mon propos. Oui. C'est mon propos. Voilà. Vous pensez que pour engager des projets structurants, comme au Cameroun,
Qu'est-ce qui empêche à M. Biya de construire ses routes? Qu'est-ce qui empêche à M. Biya, par exemple, d'empêcher à un étudiant qui est à l'école des travaux publics d'avoir une bourse? Qu'est-ce qui empêche à M. Biya de donner des bourses à ses étudiants médecins? Pourquoi préfère-t-il le faire avec ce que je qualifierais pas d'inutile, des grandes écoles d'administration? Nous privilégions ce qui est superflu. Quand je dis nous, je parle de nos dirigeants. Nous n'avons pas la possibilité de décider. Des gens ont conçu et fait des propositions qui sont restées sans effet. Je vous présenterai un document fait par Enome Yomesi qui a conçu en 50 ans, on a eu à peine 10 000 km de routes construites. Faut-il attendre que le Fonds européen de développement vienne faire à notre place ce qu'on est supposé faire? Imaginez-vous, je suis à 50 km de Yaoundé, il n'y a ni eau, ni électricité, ni courant. Je l'ai crié, des gens en ont parlé, mais les pouvoirs publics sont restés... Mais justement, est-ce que on ne peut que regarder vers le pouvoir pour se développer? Si on regarde vers le pouvoir, si on regarde vers le pouvoir, c'est encore une chose d'assez pessimiste. Pourquoi? Parce que on va avoir l'impression que à partir du moment où on va remplacer A par B, B va nécessairement être celui qui sera l'homme providentiel et qui va réaliser. Et c'est ce qui mine les oppositions africaines aujourd'hui. Parce que les oppositions africaines ont ce problème de personnalité politique. Chaque individu qui est, il dit c'est moi qui ai plus de population derrière moi, c'est moi qui suis celui qui pourra mener ce peuple à ceci ou cela. Et ce gonflement de la personnalité fait qu'il n'accepte pas les alliances avec les autres. Donc on n'a même pas de position unie pour que puisse vraiment mener un véritable mouvement. Vous pensez qu'il revient à John Frunzi d'aller imposer ce qu'on appelle la politique de développement à M. Biya? Il a voulu dire... Vous avez caricaturé mon propos. J'ai dit l'élite dirigeante africaine devrait prendre conscience des enjeux. Et lorsque je parle de l'élite dirigeante c'est quoi? C'est l'opposition, la société civile et autres, les intellectuels, les scientifiques. Faire des propositions, mais qui matérialise ces propositions? Qui a le dernier mot pour concrétiser et finaliser ces propositions qui sont faites? C'est celui qui tient le pouvoir. Et s'il n'y a pas de volontarisme, rien ne sera fait de sa part. La question de savoir s'il y a justement ces propositions-là, est-ce qu'elles arrivent? Moi, il y a une idée que vient de développer mon compatriote sur laquelle je voudrais revenir, la société civile. Je ne sais pas pourquoi on donne autant de poids à la société civile sur notre continent et qu'en Europe, elle a un rôle strictement consultatif aux États-Unis. C'est la mort de l'État qui est ainsi programmée, parce que les politiques de développement ne se font pas dans la société civile. La société civile, c'est le peuple, il élit, il choisit sur la base des programmes. Et moi, je crois que chacun doit rester à sa place. La société civile doit rester civile, elle doit jouer son rôle de censeur ou d'électeur, mais pas se mettre au même niveau que l'État. Mais là, vous êtes donc en contradiction avec ce que vous dites. Il ne faut pas qu'on oublie non plus que la société civile est là. Je vous pose une question toute simple. Vous dites que l'élite dirigeante n'est responsable de rien, mais en même temps, vous estimez qu'il ne faille pas accepter quelques propositions venant. Vous savez, chaque citoyen est gendarme de la gestion de la patrie. Et nul n'a le monopole, fût-il premier Camerounais, président de la République. Chaque citoyen est gendarme de la gestion de la patrie. Je l'ai très bien entendu. Voilà. Si je pouvais aller jusqu'au bout de ma démonstration... C'est juste pour enrichir le débat. Je ne vous interromps pas. Ce que je dis, c'est que les dirigeants politiques qui accèdent au pouvoir y arrivent parce qu'ils ont un programme qui a séduit et qui donc a fédéré autour d'eux une majorité de personnes. Vous pouvez m'expliquer le programme qui a mené l'actuelle équipe dirigeante du Cameroun? Citez-moi 2 projets dans ce programme où ils auront convaincu le peuple et ils ont été votés. Excusez-moi. Restons dans la théorie. de prendre des exemples concrets. Mais théoriquement, ce qui se passe, c'est que pour qu'il y ait une alternance politique, il faut qu'il y ait un jeu programme contre programme, programme contre programme qui permet aux uns de se proclamer, enfin d'être proclamés vainqueurs, et à d'autres d'être dans l'opposition. Donc là, si vous avez un mandat du peuple pour diriger le pays, on attend la fin de votre mandat pour faire le bilan. Donc, à partir de là, si on vient vous ajouter une société civile qui pourra partager une partie... Je vais juste prendre 2 exemples, je ne serai pas très long.
Prenez l'exemple d'un projet de développement dans une ville retirée, un village plutôt, où il y a la société civile qui décide de dire, bon, aujourd'hui, on fait un plan d'adduction d'eau. Nous sommes à 50 km de Yaoundé, il n'y a pas d'eau chez nous. L'État n'a pas apporté l'eau, donc on va faire ça à notre niveau. Ils ne consultent pas l'État, ils se débrouillent, ils ont de l'eau. L'État, de son côté, a prévu un programme d'investissement de ce côté-là. Il s'approvisionne là où il peut, et on se retrouve avec deux modèles d'adduction d'eau, qui ne fonctionnent pas simultanément. Qu'est-ce qu'on fait? On a de la cacophonie, on a de l'investissement superflu qui aurait pu servir à autre chose. Donc je crois qu'il est important, quand on est dans un État, de respecter les règles théoriques qui régissent la vie en groupe. De dire, si on vous a élu, c'est parce qu'on pensait que vous pouvez gérer notre pays. Si vous n'y arrivez pas, voici le deuxième modèle qu'on nous avait proposé. On lui donne sa chance de diriger le pays. Vous êtes sanctionné. C'est très clairement ce qu'on attend aujourd'hui de la part des... Et c'est pourquoi je disais que ça se joue à trois, parce que vous avez d'une part ceux qui ont été élus et qui donc ont remporté les élections. Vous avez ceux qui ont perdu, mais pas perdu parce qu'ils n'étaient pas beaux, perdu parce que leur modèle n'a pas convaincu. Et puis derrière, vous avez les populations qui peuvent dire à n'importe quel moment, le jeu s'arrête là, on vous a fait confiance, on ne vous fait plus confiance, on passe à autre chose. Et donc vous allez ruminer dans l'opposition tout ce que vous avez perdu et pourquoi vous l'avez perdu. Donc je crois qu'il est important quand même de le faire et de faire en sorte que sur le continent africain, on n'expérimente pas des modèles démocratiques qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de réalité concrète, quoi. Donc, si on veut que les Africains soient matures, qu'ils arrivent aujourd'hui sur le plan démocratique à dire nous sommes maîtres de notre destin, nous sommes de grands garçons qui savent ce qu'ils veulent ou ne veulent pas pour eux, laissons le jeu démocratique se faire, laissons-le aller dans sa logique la plus pure en disant ceux qui ont gagné gouvernent, ceux qui ont perdu critiquent, mais proposent quelque chose Et justement, par rapport à ce que lui vient de dire, j'ai envie de rebondir sur le fait politique en général. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, comme l'avait dit Obama, justement au Ghana, je crois que c'était son premier voyage au Ghana, est-ce que l'Afrique, finalement, a besoin d'hommes forts ou simplement d'institutions fortes? Parce que on est dans une espèce de flou artistique. La démocratie, apparemment, n'existe pas en Afrique noire. Peut-être au Ghana. Alors, qu'est-ce qu'il faut si on parle d'hommes forts, on va céder encore à cette notion d'homme providentiel. C'est parce que nos hommes... Qu'est-ce qu'on fait? C'est parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants africains ont tendance à vouloir vraiment se donner cette image d'homme fort à travers des institutions politiques et militaires complètement phagocytées et acquises à leur cause et à leur unique cause. C'est justement parce qu'ils pensent que leur force n'est même pas seulement une force, c'est plutôt de la brutalité et de la violence, qu'ils ont avec eux ce qu'ils appellent la garde présidentielle, qui est parfois une force plus puissante que même toute l'armée. C'est par rapport à cela qu'ils ont une image d'homme fort. On n'a pas besoin de ce genre de personnes aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui en Afrique, on a besoin des individus qui vont pouvoir redéfinir un nouveau cadre éthique et légal, c'est-à-dire recommencer et revoir la base paradigmatique même de la vie et de l'existence sociale, politique, économique de l'Afrique pour pouvoir redéfinir les choses. C'est-à-dire que c'est une refondation complète de la manière de la gestion de la nation africaine qu'il faudrait recommencer, qu'il faudrait repenser en fait. Là justement, vous cédez à ce qu'on appelle une espèce de scientisme. Chercher à tout expliquer par la science. Vous savez, la démocratie a fait ceci, la démocratie a fait cela, il faut une révolution, il faut ceci, il faut cela. Les hommes forts, vous n'en voulez pas. La révolution, impossible. Les institutions, vous n'en parlez pas. C'est quoi l'avenir de l'Afrique, justement? Non, il faut consolider les institutions. C'est pourquoi on a dit nouveau cadre éthique et légal. C'est-à-dire que... Oui, mais oui, justement, qui mène les institutions? Il faut donner de la place aux populations. Il faut remettre l'homme au centre de tout ce que nous Donc, faisons. éduquer le peuple. Ce n'est pas une question d'éducation. C'est de prendre en compte ce que les gens veulent. Quand vous êtes jeune Africain aujourd'hui et que vous vous dites, en regardant vos homologues qui sont en Europe ou aux États-Unis, ils ont des programmes de mobilité.
Dans les années 30, peut-être du fait de la colonisation, il n'y avait pas beaucoup d'écoles et donc les brassages étaient plus faciles. Les Camerounais, les Congolais, les Tchadiens arrivaient à peu près à avoir les mêmes écoles où étaient formées leurs élites. Et donc, les réalités étaient mieux partagées qu'aujourd'hui. Donc, il y a les MIAC qui forment toujours... Aujourd'hui, il y a une vraie balkanisation qui est pratiquée. C'est-à-dire que chaque pays veut réussir son modèle sur la base unique de ses frontières. On ne partage pas grand-chose avec les voisins. On ne peut pas construire une école ensemble, on ne peut pas faire un dispensaire ensemble, on ne peut pas faire grand-chose ensemble, en fin de compte. Et donc, le problème, il est là. C'est que si nous sommes aujourd'hui, nous avons une meilleure connaissance de nos lointains voisins que celle de nos voisins les plus proches, ça pose quand même un vrai problème. Parce que ce ne sont pas les voisins lointains. On n'a pas qu'une connaissance, oui. On a une volonté de rapprochement. Oui. Parce que, je vous donne juste un exemple. Les élèves de l'école normale supérieure qui font allemand, quand ils vont maintenant sur le terrain, ils vont tous en Allemagne. Ceux qui font espagnol, pour aller sur le terrain, on les envoie tous en stage en Espagne. Il a fallu que la crise économique frappe à la porte pour qu'on commence à les envoyer en Guinée équatoriale, alors que c'est encore un terrain où ils sont en contact direct avec cette langue espagnole-là. Pourquoi il faut d'abord attendre qu'il y ait le feu aux poudres pour qu'on commence à se poser les vraies questions? Mais pour l'Allemagne... Non, pour l'Allemagne, c'est incontournable, mais pour l'Espagnol. Alain Jules, je reviens à votre question de tout à l'heure. Que faut-il pour l'Afrique? Faut-il des institutions fortes ou des hommes forts? Mais avant de répondre à cette question, permettez un tout petit peu que je revienne sur les propos développés par le compatriote du tout à l'heure. Voilà. Il a parlé tout à l'heure de refondation de l'Afrique. Moi, je parlerai de renaissance. Un pays ne peut prendre l'envol que lorsque les bases qui permettent au peuple de choisir ses dirigeants sont claires. L'un des problèmes, fort heureusement, il a reconnu l'Afrique, c'est ce fossé qu'il y a entre les dirigeants et le peuple. Le choix des dirigeants se fait sur la base d'un programme fixe et raisonnable que les populations approuvent et le dirigeant est voté et sur la base d'un projet qu'il aura présenté. Mais est-ce que en Afrique au sud du Sahara, ces projets contre projets, idée contre idée, je ne le pense pas. Les élections se gagnent au canon, au bout de l'arbre. Peut-être qu'au Ghana, vous voyez un peu. Ghana seulement. Pour revenir donc maintenant, on ne peut pas prétendre construire et développer l'Afrique en fonctionnant avec des modèles truqués à la base. Tout le problème de l'Afrique, c'est le fossé entre les dirigeants et les populations. Les populations ne se reconnaissent pas en leurs dirigeants et les dirigeants ne font que leur volonté, sans jamais tenir compte des préoccupations des populations. Maintenant, revenons à la déclaration du président Obama au Ghana, relative à des hommes forts, des institutions fortes. Cette vision du monde et de la société est une vision archaïque et très dépassée. Un pays n'est fort que lorsqu'il a des institutions fortes. Et nous entendons par institutions fortes un pays qui fonctionne avec la séparation des pouvoirs, tel que l'a schématisé Montesquieu, un exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire qui fonctionnent de manière cloisonnée et étanche. Comment voulez-vous que dans un système, que le même individu ait la haute main sur le Parlement, sur la justice, sur l'armée, sur la police, sur la gendarmerie, qu'il gère un pays au gré de ses humeurs, qu'il décide de ce qu'il veut quand il veut, et qu'un tel pays puisse prendre de l'envol, ou qu'il puisse décoller économiquement. Je dis, on ne saurait rejeter tous nos mots sur nos dirigeants, mais ils portent en grande partie la responsabilité du déclin de l'Afrique. Et c'est pour ça que j'appelle de tous mes voeux à un changement de système, à un changement de modèle. Parce qu'il faudrait encore avoir la volonté pour changer de modèle. Mais si les gens n'ont pas la volonté, mais comment voulez-vous qu'un pays prenne de l'envol? Mais quel modèle doit-on changer? Parce que moi, si je parle de changement de modèle, je parle de modèle de société. Parce que pour moi, c'est quoi la société africaine aujourd'hui?
C'est-à-dire que la démocratie africaine n'est même pas encore consolidée. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une modernité alternative. C'est-à-dire que la société africaine n'est ni purement démocratique et avec cette petite apparition à la conscience du multipartisme, elle n'est pas non plus. Elle n'est pas. Voilà, c'est-à-dire on est ni dans une démocratie, ni dans une dictature. C'est pourquoi je parle de modernité alternative. Ce n'est pas une vraie modernité. Régime hybride. Voilà. Non, mais le pire, c'est C'est ça la modernité alternative. C'est une modernité qui n'est pas. C'est pourquoi les nations européennes ont parlé plus de post-modernité aujourd'hui. Mais il faut déjà que l'Afrique puisse refaire sa modernité. Non, mais le pire, c'est qu'en plus de ça, on est dans des modèles où le certificat de bonne conduite démocratique est délivré par nos partenaires. Absolument. Par les Tout à États-Unis, fait. qui dit, voilà, les élections se sont bien passées dans tel pays, je reçois le président ou je vais le rencontrer. Ou alors, on estime que s'il n'y a pas d'observateurs internationaux, et ça, c'est pas forcément la communauté internationale, hein, ce sont souvent les opposants. Et puis les régimes en place qui disent, pour valider notre élection, on appelle des observateurs internationaux qui viennent de l'Union européenne. Moi, j'ai jamais vu le mouvement inverse. Hein. À l'élection d'Obama, il n'y avait Personne pas n'a jamais vu d'ailleurs. Et puis bien plus en Chine. Moi, je vais situer la problématique au-delà. Le marasme actuel de l'Afrique subsaharienne ne saurait s'expliquer par des seuls facteurs endogènes, c'est-à-dire liés à l'attitude de nos dirigeants. Vous savez, ce qui importe en Afrique, il a dit dans son propos, et c'était des propositions assez pertinentes. Vous voyez, pour concevoir un modèle de développement, on n'a pas besoin d'être un démocrate. On peut être dictateur et conduire son pays vers le développement. Encore qu'il faudrait redéfinir les notions, la notion de dictature. Je n'ai pas dit que la Chine en était une, mais regardez, la Chine, la grande Chine, qui se développe avec un parti ultra centralisé, où les dirigeants sont désignés par le bureau politique, mais la Chine connaît un développement économique prodigieux. Moi, s'il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec les compatriotes ici, c'est au niveau du manque de volonté de ceux qui sont supposés donner l'impulsion. Nous avons emprunté et nous utilisons des faux paradigmes. Il faut restituer les choses dans leur contexte et prendre en considération les préoccupations des Africains. Il faut construire des routes, il faut créer des richesses. Mon Cameroun n'est pas de balayer par une révolution, M. Biya, c'est vrai, je l'appelle de tous mes voeux, mais en balayant M. Biya, les gens se retrouveront dans la même situation que celle décrite tout à l'heure par ces jeunes Égyptiens. Nous voulons de l'eau, nous voulons des meilleurs soins à la santé, nous voulons ceci. Il faut